Au large de la côte est de l'Afrique du Sud, se trouvent deux mondes que tout oppose. Le premier est d'une beauté lumineuse et le deuxième est baigné dans une obscurité où le camouflage règne en maître. Ces deux univers accueillent une faune très variée. Entre habitants à demeure et nomades de passage. Bienvenue dans les royaumes des dunes d'Aliwal et de Sodwana. Voici comment tout a commencé. Des étendues stériles de sable et de roches. Il y a 4000 ans, de petites créatures marines ont colonisé d'anciennes dunes lithifiées au large de la côte est de l'Afrique du Sud. Elles y ont créé deux mondes sous-marins, on ne peut plus différents. Nées des mêmes dunes de sable fossilisées, elles ont rapidement évolué dans des directions opposées. Au nord se trouve le paradis de Sodwana. Les eaux chaudes, cristallines et peu profondes ont donné naissance à de magnifiques jardins de coraux. C'est aujourd'hui une région hors du temps, d'une beauté et d'une diversité incomparables. Long de 50 km, ce récif abrite 1200 espèces de poissons et 95 espèces de coraux. « 400 km plus au sud, se trouve le site d'Aliwal Shoal. Originaire du même ensemble de dunes fossilisées, l'endroit s'est pourtant développé de manière très différente. Au nord d'Aliwal, des fleuves chargés de limon se jettent dans l'océan. Les courants se chargent de disséminer ces eaux très riches vers le sud. Ces eaux profondes, troubles et turbulentes sont peu propices au développement du corail. C'est pour cette raison que les sites d'Aliwal et de Sodwana sont visuellement si différents. En l'absence de corail, Aliwal s'est transformé en une forteresse mystérieuse composée de temples rocheux et de plateaux obscurs. Mais la vie n'en est pas moins florissante dans les courants et les marées de cet habitat. Malgré leurs nombreuses dissemblances, ces deux domaines sont spectaculaires, chacun à sa manière. Aliwal Shoal est un lieu sombre et inquiétant.
Il s'agit d'un récif rocheux situé à 4 km de la côte sud-africaine. Ces eaux, très nutritives, accueillent des poissons en abondance. Mais la vie n'y est pas simple. Il faut résister aux fortes houles et aux courants puissants qui modifient à chaque instant le paysage. Les récifs coralliens jouent un rôle capital pour freiner le passage des eaux. Mais à Aliwal Shoal, le corail est rare et les courants océaniques s'y déploient sans contrainte dans l'environnement tourmenté. L'absence de corail réduit également le nombre de cachettes face aux prédateurs. Et ici, les prédateurs sont omniprésents. Malgré cela, certaines espèces parviennent à survivre et même à prospérer. Voici un animal en transit à Aliwal au cours d'un voyage qui le mènera dans des eaux plus placides, plus au nord. La tortue imbriquée vit en zone tropicale. Elle migre sur de très vastes distances pour se reproduire, pour pondre ses œufs et pour trouver de la nourriture. Elle ne reste jamais très longtemps au même endroit. Il est pourtant un lieu où elle est dans son élément, au milieu des coraux. La tortue imbriquée se nourrit avant tout d'éponges qu'elle trouve en abondance dans les récifs en bonne santé. Elle est capable de migrations de 2000 km pour satisfaire sa faim. En Afrique du Sud, il n'existe qu'un seul endroit où trouver des éponges en nombre suffisant. Cette tortue prend la route des eaux plus paisibles de Sodwana. C'est un véritable paradis pour cette espèce, qui y trouvera toute la nourriture dont elle a besoin. C'est l'étape idéale dans son voyage perpétuel. La tortue imbriquée ne fait que passer à Aliwal Shoal. Mais beaucoup d'espèces y ont élu domicile. Pour ceux qui vivent dans ces eaux agitées, la survie passe souvent par l'art de la cachette. Dans ces profondeurs, le camouflage est un must. C'est une excellente méthode de défense, mais aussi d'attaque. Le poisson-scorpion est un maître en ce domaine. Il se fond à la perfection dans le paysage de son habitat. Ces piquants comportent un venin si puissant qu'il peut être mortel pour l'homme. Il attend patiemment qu'une victime innocente passe à sa portée pour l'étourdir avant de l'avaler en une seule bouchée. Dans ces eaux, il existe plus d'une manière de se nourrir. Les anguilles se terrent dans les innombrables failles rocheuses d'Aliwal, d'où elles s'attaquent à des proies invertébrées. Leur corps fuselé est idéal pour se mouvoir dans les anfractuosités sous-marines du récif. L'anguille se jette sur sa proie et l'immobilise grâce à sa mâchoire qu'elle serre comme un étau. Mais il est très dangereux de sortir pour chasser.
car l'on court alors le risque de se transformer soi-même en proie. Les espèces qui survivent le mieux sont généralement les plus discrètes. Le poisson trompette se cache dans des crevasses ou au milieu de grands bancs d'autres poissons. Il s'empare de ses victimes avant que celles-ci ne se rendent compte du danger. Son corps allongé lui permet de se placer face à sa future proie en lui cachant sa véritable taille. Il peut nager à l'envers, changer de couleur et accélérer d'un seul coup. Ces qualités en font l'un des plus grands chasseurs de ce royaume sous-marin. La plupart des prédateurs profitent du paysage pour se camoufler, mais certains se cachent derrière leurs voisins. Le poisson flûte est doté d'un corps très élancé. La raie, par contre, présente une surface corporelle bien plus vaste. Le poisson flûte sait qu'en se cachant au-dessus d'une raie, il peut prendre ses proies par surprise. La raie est donc pour lui un bouclier vivant. La couleur sombre de la raie reproduit celle de son environnement. Elle glisse dans l'eau tel un fantôme. Ou alors, elle se fond dans le sable pour passer inaperçue. Le sable est plus qu'une cachette. Il fait aussi office de terrain de chasse. La raie dispose de capteurs très précis autour de la gueule. Ils détectent les impulsions électriques générées par les crustacés qui bougent dans le sable. La raie sait ainsi où et quand frapper. Mais tous les prédateurs n'utilisent pas uniquement la ruse. Certains sont de véritables machines à tuer. Les requins pointe noire pullulent à Aliwal, attirés par l'abondance de crustacés et de petits poissons. Ils attrapent leur proie en combinant force brute et agilité. Le requin pointe noire, même immobile, peut accélérer en un clin d'œil. Il attaque généralement sa victime par en dessous. La tortue imbriquée n'est pas un prédateur aussi redoutable que le requin, mais ses repas lui demandent presque autant d'efforts. Notre ami continue son voyage vers le nord dans les eaux bleues de l'océan. Et il sera étonnamment rapide. Si elle maintient sa vitesse de pointe, qui est de 24 km/h, il lui faudra moins d'une journée pour atteindre Sodwana. Il s'agit d'un monde bien différent de celui qu'elle vient de traverser. C'est un kaléidoscope de lumière, de couleurs et de vitalité.
Mais les apparences sont parfois trompeuses. Dans un habitat si encombré, la compétition ne peut être que féroce. Ici, la beauté n'a aucune valeur esthétique. Elle sert au contraire d'avertissement. Les plus beaux organismes sont souvent aussi les plus dangereux. Voici une créature qui illustre parfaitement ce précepte. La crevette arlequin est l'une des plus belles attractions visuelles du récif. Mais son mode de vie est franchement macabre. La crevette arlequin se nourrit avant tout d'étoiles de mer. Et lorsqu'elle parvient à en attraper une, elle fait tout pour ne plus la lâcher. Elle commence par paralyser sa proie, en lui tranchant ses pattes tubulaires. Ensuite, lentement mais sûrement, elle dévore le pauvre invertébré sans défense. Grâce à des cellules souches spécialisées, les pattes de l'étoile de mer repoussent. La pauvre victime est donc gardée prisonnière pendant sa convalescence, fournissant un repas toujours renouvelé à ses bourreaux. Les étoiles de mer finissent généralement par mourir de faim. Mais on a déjà vu des crevettes arlequins maintenir des étoiles de mer en vie en les nourrissant pour prolonger leur propre festin. C'est une agonie très lente. Dans un environnement où la compétition est si féroce, la spécialisation est la voie à suivre pour survivre. La crevette tire ainsi le maximum d'une niche que ses voisins n'exploitent pas. Voici un autre tueur à la beauté tapageuse qui hante les eaux de Sodwana, la rascasse volante. Ses curieuses épines et ses couleurs chamarrées attirent le regard. Mais ce poisson est plus qu'un prédateur. C'est un véritable fléau des mers. Pour ses voisins, le seul moyen de survivre est de l'éviter. Depuis son introduction accidentelle dans la mer des Caraïbes, les chances de survie des espèces indigènes ont chuté, parfois de 80%. La voracité de la rascasse volante a déjà poussé certaines espèces jusqu'à l'extinction. Celle-ci vient de repérer une proie. Déployant ses vastes nageoires pectorales, elle la coince contre un rocher. Cette tactique est aussi fascinante que redoutable. La proie ne peut pas s'échapper. Et la rascasse volante attaque, dévorant tout ce que sa gueule lui permet d'avaler. Lorsque la tortue imbriquée arrive à Sodwana, elle découvre un véritable jardin de corail. Elle a enfin atteint son paradis tropical et elle peut passer à table. Mais ces tortues sont des convives difficiles au goût très affirmé. La tortue imbriquée ne mange qu'un certain type très particulier de résidents du récif. Leur régime se résume principalement à des éponges très toxiques. Beaucoup d'éponges ont un exosquelette en silice, l'élément principal du ver.
La tortue imbriquée raffole de cette substance dangereuse et coriace. Elle est le seul reptile capable de s'en nourrir. Une fois arrivée à l'oasis de Sodwana, la tortue se met aussitôt en quête d'éponge. Elle ne tarde pas à croiser la route de l'un des principaux prédateurs du récif. Mais elle n'a pas grand-chose à craindre. Cette femelle requin-taureau a une autre priorité. Elle est là pour sa gestation. Elle va passer de 9 à 12 mois dans l'eau chaude et paisible de Sodwana avant de prendre la route du sud pour mettre bas. Pour l'heure, elle profite des conditions idéales pour le développement de l'embryon. Ce monde sous-marin à la beauté frappante a eu des débuts très modestes. Au commencement, les récifs étaient du sable. Aujourd'hui, les dunes bordent toujours le nord de la côte est de l'Afrique du Sud. Il y a des milliers d'années, les dunes côtières se sont retrouvées immergées lorsque le niveau de la mer a monté sous l'effet de la fonte des glaces. Mais elles se sont fixées assez près de la surface pour profiter du soleil. La température de l'eau est restée entre 16 et 36 degrés. Au cours des 10 000 années suivantes, les coraux se sont peu à peu installés dans les eaux chaudes et calmes du récif, profitant de la stabilité offerte par les dunes submergées. Le royaume de corail de Sodwana était né. À en croire les fossiles, les récifs de corail ont fait leur apparition voici 250 millions d'années. Aucun macro-écosystème de la planète ne présente une telle diversité d'espèces. Leur naissance est le fait de créatures à peine visibles. Les polypes. Ces petits organismes bourgeonnants n'ont pas de squelette. Certains d'entre eux ont mis au point une technique étonnante pour se soutenir. Ils sécrètent du carbonate de calcium. La structure de ce récif n'est en fait qu'une immense accumulation d'exosquelettes de polypes. Mais les polypes n'étaient pas seuls. Chacun de ces coraux abrite des algues microscopiques. Elles sont si petites que chaque centimètre carré de corail peut en comporter plus d'1 million. Sans ces algues, rien de tout cela n'existerait. Lors de la construction d'un récif, le corail absorbe le calcium contenu dans l'eau. Au contact du dioxyde de carbone, il génère du bicarbonate de calcium. Mais ce composé chimique est soluble dans l'eau et se dissout donc dès sa création.
C'est là que les algues entrent en scène. Elles utilisent le dioxyde de carbone du corail pour leur photosynthèse, ce qui transforme la structure du bicarbonate de calcium en carbonate de calcium, un squelette calcaire stable et résistant à l'eau. Cette symbiose est si importante pour la survie du corail qu'elle ne peut se développer qu'en eau peu profonde, où les algues peuvent profiter de la lumière du soleil. La relation entre ces deux organismes donne naissance à l'un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète. C'est un espace de vie où le sable stérile est transformé en jardin sous-marin. Le sommet de ce chef-d'œuvre biologique a pour nom Pachyceris speciosa. Ou corail plateau strié. Ce récif, s'étendant à perte de vue, n'est composé que d'un seul organisme. Il se reproduit par autoclonage en se désagrégeant pour créer des répliques exactes de lui-même. Les récifs grandissent en moyenne de 4 mètres tous les 1000 ans. Au fil des millénaires, ils forment un habitat uniforme très vaste. Malgré leur apparence très esthétique, les coraux sont en fait des carnivores très agressifs. Les polypes sont dotés d'organes nommés nématocystes ou cellules urticantes. Il s'agit de sacs circulaires abritant un fil enroulé que le polype peut propulser à la manière d'un harpon. Quand un nématocyste détecte la présence d'un animal, la cellule laisse entrer l'eau, ce qui augmente la pression interne et entraîne la libération soudaine du fil. Les crochets pénètrent dans la chair de la proie et l'empoisonnent. La victime est ensuite attirée jusqu'à la gueule du polype, puis digérée dans son estomac. Les difficultés de la vie sous-marine ont encouragé l'apparition de stratégies de survie astucieuses. Certaines créatures ont appris à utiliser l'arme mortelle du polype pour leur propre protection. Comme les coraux, les anémones de mer sont des polypes dotés de cellules urticantes. Le poisson-clown est le seul animal que l'anémone ne pique pas. Ce poisson est recouvert d'une épaisse couche de mucus qui le protège des nématocystes. Mais cela ne suffirait pas. Dès son plus jeune âge, le poisson-clown vient se présenter à son hôte. Il se frotte contre l'anémone pour familiariser les polypes à son contact. Chaque anémone a un locataire qu'elle apprend ainsi à reconnaître. Si un intrus débarque à l'improviste, l'anémone l'attaquera en le piquant. Le poisson-clown reste toute sa vie auprès de son anémone. Il démarre dans l'existence sous la forme d'un œuf minuscule, sous la protection des tentacules.
Ils passent ensuite leur adolescence à jouer dans la forêt de cellules urticantes. Et enfin, une fois adultes, le temps est venu pour eux de payer leur loyer en s'occupant de l'anémone. Ils remuent l'eau autour d'elle pour faire en sorte qu'elle reçoive un flux constant d'oxygène. Ils la protègent aussi des prédateurs, éliminent les sections endommagées et empêchent le limon de se fixer à sa surface. Le poisson clown n'est pas le seul résident de Sodwana capable de résister à la piqûre urticante de l'anémone. Les jeunes demoiselles à 3 points y sont immunisées pendant leur croissance. Le plus curieux est que les anémones ne les acceptent que lorsqu'elles sont jeunes. Une fois adultes, les demoiselles perdent ce traitement de faveur. Par chance pour les demoiselles, leur agressivité se développe avec l'âge et elles ont moins besoin de la protection offerte par l'anémone. Le crabe porcelaine a mis au point une tactique ingénieuse pour mystifier l'anémone. Comme sa carapace n'est pas assez solide pour résister aux cellules urticantes, il génère un camouflage chimique qui incite l'anémone à ne pas l'attaquer. Les nématocystes restent fermés pendant que le crabe se nourrit. Il dispose de 2 grands organes filtreurs qu'il déploie dans le courant. Ces tamis naturels captent les éléments les plus nutritifs et laissent passer les autres. Certains habitants des lieux forment des partenariats bénéfiques aux 2 parties. D'autres ne comptent que sur eux-mêmes pour manger à leur faim. Le surmulet est doté d'une langue externe très sensible qui l'aide à localiser les proies invisibles de Sodwana, comme les crevettes ou les crabes. Ses moustaches ont pour nom barbillon. Les capteurs, situés au bout des barbillons, lui permettent de fouiller son environnement à la recherche de nourriture. Une fois sa proie détectée, le surmulet la déterre du sable. Une autre espèce de poisson a mis au point une technique très ingénieuse pour se nourrir. Voici le Stégaste pellicieri, un herbivore qui se nourrit d'algues. Ses mouvements sont moins désordonnés qu'on pourrait le croire. Les algues sont très recherchées dans les eaux tropicales. Pour combler son appétit, ce poisson a mis au point une technique étonnante. Il joue les cultivateurs. Il commence par défricher une parcelle de terrain, en détruisant les coraux qui s'y développent. Et ensuite, il cultive son jardin. Il grignote en permanence ses plantations, mais sans jamais dévorer les plantes jusqu'à leurs racines pour ne pas les tuer. Mais c'est une tâche difficile. Il doit constamment éloigner ses concurrents tout en veillant sur son potager. À part l'homme, il s'agit d'une des rares espèces animales à cultiver des plantes.
Ce combat perpétuel pour la nourriture a pour avantage de favoriser la création de partenariats très forts entre différentes espèces. Sodwana regorge d'animaux spécialisés qui ont appris à survivre en proposant leurs services à d'autres. La crevette nettoyeuse se nourrit en mangeant les parasites et les peaux mortes de grands prédateurs. Elle s'installe dans des endroits bien particuliers du récif, appelés stations de nettoyage. Une fois prêtes à travailler, elles signalent leur disponibilité en agitant leurs pattes avant. Cela attire beaucoup de poissons qui les mangeraient en temps normal. Mais une trêve est respectée pendant le temps de l'échange. À l'approche des crevettes, la morue de roche modifie ses marques corporelles pour indiquer qu'elle est là, non pas pour chasser, mais pour se faire bichonner. La séance peut commencer. Le labre nettoyeur survit de la même façon. Il faut un courage certain pour s'engouffrer dans la gueule de l'un de vos prédateurs. Mais pour certaines espèces, c'est le prix à payer pour trouver de quoi se nourrir. Plus au sud, à Aliwal Shoal, on trouve aussi des récifs, mais dénués de corail. Ils sont composés avant tout de roches. Les sédiments fluviaux, les forts courants et l'eau qui déferle en permanence sont un grand frein à la formation du corail. Privée de la protection du corail, la faune locale doit chercher d'autres moyens pour trouver abri et nourriture. Mais, contre toute attente, cette instabilité naturelle a entraîné l'apparition d'un renouveau de la vie sous-marine. Tout a commencé par une tragédie humaine. En 1974, un navire marchand du nom de Produce, parti du port de Durban, a heurté le récif. Cette catastrophe écologique a eu un effet bénéfique inattendu. La nature a ainsi pris le dessus sur l'homme et sa technologie. Cette épave est un véritable paradis pour la faune et la flore marine. Ses surfaces métalliques accueillent une vie marine très variée. Le résultat est un environnement mi-humain, mi-naturel. C'est le rêve des amateurs d'embuscade. Comme l'épave attire énormément d'espèces différentes, tous les poissons qui passent dans les parages doivent rester sur leur garde en permanence. Ces millions de poissons, nageant en formation serrée, ont trouvé un système de défense spectaculaire.
La sardine, Etrumeus teres, est l'un des poissons les plus recherchés par les prédateurs. Elle se protège donc en s'agglutinant en grand nombre dans un banc gigantesque. Elle danse autour de la poupe en un fascinant ballet aquatique. D'autres espèces nagent elles aussi en banc pour se défendre. Les poissons qui vivent en haute mer n'ont pas de récif où se mettre à l'abri. À l'instar des sardines, c'est la solidarité et non l'environnement qui leur fait office de défense. Tous les poissons sont dotés de lignes latérales le long du corps. Elles servent à détecter les moindres changements de pression dans l'eau. Le poisson se rend compte de la moindre perturbation et agira en conséquence. Le banc est ainsi l'un des moyens de défense les plus efficaces du monde aquatique. Si un événement fait paniquer un côté du banc, la réaction se répercute jusqu'à l'autre extrémité et tous les poissons sont immédiatement informés. En outre, chaque poisson qui se déplace crée sa propre vague de proue. Ses voisins peuvent ainsi profiter de l'élan créé et se mettre à l'abri en minimisant leurs dépenses d'énergie. À Sodwana, la proie de la tortue imbriquée n'a aucun moyen de s'échapper. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait, de succulentes éponges. Bien qu'immobiles, les éponges ne sont pas des plantes, mais des animaux, parmi les plus primitifs de la planète. La présence de cette tortue est une bonne nouvelle pour cet environnement. La tortue imbriquée joue un grand rôle dans la régulation des systèmes coralliens. En mangeant avec leur bec acéré, elles désagrègent le récif, permettant à des animaux plus petits de se nourrir eux aussi. D'autres convives la rejoignent pour profiter du festin qu'elle leur offre. Tel est le secret des royaumes des dunes. La compétition féroce qui règne dans la recherche de nourriture donne naissance à des partenariats complexes. Aliwal et Sodwana sont deux milieux très différents, mais ils ont pourtant ce trait en commun. Ce sont les relations entre les espèces qui les maintiennent en vie. Dans ces immenses domaines, beaucoup d'animaux doivent collaborer pour survivre aux prédateurs et aux rigueurs de l'environnement. Le résultat ? Deux mondes très différents, mais aussi extraordinaires l'un que l'autre.
Le long de la côte ouest de l'Afrique s'ébat l'un des mammifères marins les plus charismatiques de ce continent. Mais pour élever ses petits, il doit prendre pied sur la rive. Pour la nouvelle génération, qui ne sait pas encore nager, il faudra de la chance et du courage pour survivre au joyeux chaos de la colonie et aux dangers qui l'entourent. Pour les otaries à fourrure d'Afrique du Sud, les premiers pas dans la vie sont semés d'embûches. Dans un monde où la compétition et la loi du plus fort règnent en maître, il n'est rien de plus charmant que de voir des animaux adultes en train de jouer. La houle, qui vient se briser sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, est un véritable terrain de jeu pour les otaries à fourrure. Elles sont venues profiter de la marée matinale et s'ébattre dans les vagues puissantes pour le simple plaisir de nager. Les otaries sont taillées pour ce genre d'environnement dynamique. Capables de virages très serrés, elles se jouent des rochers. Leur vitesse et leur agilité en font des animaux parfaitement adaptés à la vie marine. Mais contrairement à la plupart des mammifères marins, l'otarie à fourrure commence sa vie sur la terre ferme. Pour ces femelles, cette marée est le dernier moment de détente aquatique avant le retour au rivage, où elles donneront naissance à une nouvelle génération. Nous sommes au début du mois de novembre, la fin du printemps dans l'hémisphère sud. Cette plage, sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, est recouverte d'étranges animaux. Forte de milliers d'individus, cette colonie d'otaries est l'une des plus vastes du monde. Contrairement à beaucoup d'espèces, l'otarie à fourrure est dotée de nageoires arrière capables de se tourner vers l'avant, ce qui leur permet de marcher. Mais si gracieuses dans l'eau, elles paraissent ici bien maladroites. Les mâles sont arrivés depuis un mois pour marquer leur territoire sur la plage. Quelques jeunes passent le temps en se chamaillant. Bientôt, ils devront bouter leurs rivaux hors de leur territoire pour gagner le droit de s'accoupler. Mais pour l'instant, ils sont bien trop frêles pour se frotter aux caïds de la colonie. En effet, ils font bien pâle figure face à leurs aînés. Ce mâle, âgé de 14 ans et lourd de 350 kg, est dans la force de l'âge.
Comme ses congénères, il monte la garde sur le territoire et sur les femelles qu'il s'est réservées. Pendant les 2 mois durant lesquels ils défendront leur terrain, les mâles se priveront de nourriture et vivront sur leurs réserves de graisse. Depuis 11 mois, ils constituent ces réserves en prévision de la lutte pour la reproduction qui les attend. Comme ils sont très nombreux, l'espace et les femelles sont très disputés. Les grands mâles se dressent fièrement de toute leur taille pour bien marquer leur présence. Mais cela ne suffit pas toujours. Les querelles de voisinage sont fréquentes. Après cette démonstration de force, chacun rentre chez soi et recompte ses femelles. Un mâle qui tourne le dos à son adversaire est généralement poursuivi. Un combat consomme beaucoup d'énergie. S'ils sont de force égale, les mâles préfèrent éviter d'en arriver là. Mais parfois, pour les femelles, ces rivalités, qui forment le quotidien de la saison des amours, ne valent même pas un coup d'œil. Pour les mâles, les meilleurs emplacements offrent un accès direct à la mer, car ils leur permettent d'intercepter les femelles de passage pour les ajouter à leur harem. Mais pour les femelles, qui émergent de l'eau, l'accouplement n'est pas la priorité. Elles sont venues mettre bas. Très vite, la plage regorge de nouveau-nés pesant environ 5 kilos. Pour le goéland dominicain, le placenta d'otarie est un mets de choix. Les mères épuisées les laissent manger sans réagir. Mais pour ces animaux, habitués à la liberté du large, la promiscuité de la plage surpeuplée est dure à supporter. Les jeunes mères sont très protectrices de leurs bébés et les échauffourées sont fréquentes. Il faut l'intervention d'un mâle pour que le calme revienne. La mise bas des petits est la première des 2 tâches que doivent accomplir les femelles pendant leur séjour hors de l'eau. Elles peuvent maintenant accorder leur attention au sexe opposé. Les mâles sont invisibles le reste de l'année. On pense qu'ils vivent plus au large que les femelles. Si ces dernières veulent tomber enceintes, elles doivent profiter de ces 2 mois durant lesquels les mâles se montrent. Cette femelle est allée se rafraîchir dans l'eau. Elle a emmené son petit jusqu'aux premières vagues. Elle a mis bas il y a seulement 6 jours.
mais elle est déjà en chaleur, prête à s'accoupler. C'est pour cela qu'une propriété les pieds dans l'eau est un must pour les mâles. Le petit va devoir passer un peu de temps tout seul, pendant que sa mère répond à l'appel de la nature. Le mâle, près de 5 fois plus massif que sa compagne, l'étouffe presque complètement. Si tout se passe bien, elle reviendra ici même dans 1 an pour mettre leur petit au monde. Mais la période de gestation de l'otarie n'est que de 8 mois. Pour ne pas détraquer l'horloge biologique, les embryons fertilisés ne commencent à se développer que 4 mois après l'accouplement. Les otaries peuvent ainsi respecter le timing de leur visite annuelle sur la terre ferme. Ces colonies pleines de vie se forment pendant l'été austral sur divers points de la côte occidentale du sud de l'Afrique. Leur présence n'est pas due au hasard. Pendant l'été, la côte est balayée par des vents puissants qui poussent la couche de surface de l'eau vers l'ouest. Ce déplacement massif fait remonter d'immenses quantités d'eau froide et très nutritive des profondeurs de l'océan. Cette eau vient alimenter l'une des côtes les plus fertiles de la planète. La forêt de kelp, poussant au large de la colonie d'Otarie, en est l'exemple le plus frappant. Les plantes, qui naissent dans le substrat sous-marin, poussent en direction de la lumière propice à la photosynthèse. Fertilisées par l'eau riche dans lesquelles elles poussent, ces algues peuvent atteindre 12 mètres de haut. À leurs pieds, des structures racinaires permettent au kelp de s'ancrer dans la roche. Les troncs élancés sont creux et remplis d'un gaz qui les maintient à la verticale pendant qu'ils poussent jusqu'à la surface. Ils servent d'habitat à des patelles herbivores qui se nourrissent de leurs fines tiges. Leurs coquilles sont incurvées à l'angle de la surface de la plante, mais aussi aplaties pour résister à la force des vagues. Chaque patelle défend la tige sur laquelle elle a élu domicile et repousse tous les intrus intéressés par son territoire. Le kelp abrite également d'autres formes de vie. Ces eaux fertiles accueillent une faune et une flore très variées. Les longues frondes des kelps produisent des spores par millions. C'est une source importante de nourriture pour les oursins qui pullulent sur les rochers. Les anémones filtrent leur nourriture à partir de l'eau. Lorsque le kelp est absent, les coraux et les éponges poussent en abondance. Une langouste locale, très bien camouflée, rampe dans le décor. Les rochers lui offrent un abri idéal. Ainsi qu'à quelques cousins éloignés. Un crabe local se cache sous une saillie rocheuse.
On y trouve également des poissons. La plupart se confinent aux crevasses de la forêt, mais des bancs de dorades nagent entre les grandes tiges. Le kelp joue un rôle capital pour la plupart des organismes de la côte. Il absorbe l'énergie des houles océaniques et permet aux eaux côtières d'offrir un cadre de vie paisible à ses habitants. Sous l'assaut incessant des vagues, le kelp se désagrège lentement en minuscules fragments. Chaque fronde génère chaque année 6 fois son poids en déchets. C'est un apport nutritif conséquent pour la faune côtière, entre autres pour les animaux filtreurs comme les moules. Ces dernières s'accrochent aux rochers qui forment la base de nombreuses colonies d'otaries. Les îles rocheuses offrent un lieu de reproduction dénué de prédateurs terrestres ou d'occupation humaine. Sur ce minuscule affleurement, situé à 200 km au nord du Cap, une autre colonie d'otaries arrive au point culminant de sa saison des amours. Les otaries ne sont pas les seules à profiter de ce havre de paix posé au milieu d'une eau très riche. Elles partagent l'île avec une énorme colonie de fous du Cap. Dans cet espace très confiné, les otaries sont beaucoup plus serrées que sur la plage. La colonie est parsemée de noir, la couleur des nouveau-nés. Comme sur la plage, les mouettes se chargent du nettoyage. Ces oiseaux omnivores ne laissent jamais passer une chance de repas. Ils mangent de tout, des moules aux poissons, en passant par des bébés de leur propre espèce, laissés sans surveillance. Après la naissance, la mère et son bébé prennent le temps de faire connaissance. Chacun doit apprendre à reconnaître l'odeur et la voix de l'autre pour que le petit ait une chance de survivre. Mais pour l'instant, le premier repas du bébé lui est servi sur un plateau. Après une semaine passée à allaiter ses petits sans se nourrir elles-mêmes, les mères retournent en mer pour chasser. Les petits, incapables de les suivre, doivent se débrouiller seuls jusqu'au retour de leur mère. L'île est dotée d'une pataugeoire, un bassin peu profond, idéal pour apprendre à nager sans craindre d'être emmenés par les vagues. Ce n'est qu'à 6 semaines qu'ils seront de taille à s'aventurer en pleine mer. Pour l'heure, le large, leur future demeure, regorge de dangers.
Mais pour les femelles, le retour à la mer est un grand soulagement après ces semaines passées sur la terre ferme. Elles prennent quelques minutes pour se détendre, mais doivent se nourrir aussi vite que possible pour aller retrouver leurs petits. Tout n'est pas comestible autour d'elles. Malgré son aspect appétissant, cette méduse boîte est dotée de tentacules très urticantes. Les otaries ont donc appris à l'éviter. Les eaux très riches, qui entourent l'île des otaries, sont propices à l'apparition du phytoplancton, lequel attire des nuées de crustacés microscopiques appelés krills. Il faudrait des centaines de ces minuscules crevettes pour nourrir une otarie, qui n'est d'ailleurs pas conçue pour filtrer les petits organismes contenus dans l'eau. Cette intarissable source de protéines leur est donc inaccessible. Elles prennent la direction du large, où elles trouveront des bancs de poissons dont elles feront un festin. Elles y croisent des géants des mers, des mammifères qui, eux, se nourrissent de krill. La baleine à bosse, à l'appétit démesuré, peut atteindre 14 mètres de long pour un poids de 40 tonnes. Elle utilise ses fanons à la manière d'une épuisette pour filtrer les énormes quantités de krill dont elle a besoin chaque jour. Ces baleines parcourent jusqu'à 8000 km entre les eaux tropicales où elles se reproduisent, au large de l'Angola, et l'Antarctique où elles trouvent leur nourriture. Ces individus font partie du peloton de queue dans la grande migration vers le sud et les eaux froides et nutritives. En Antarctique, une seule nuée de krill peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés et contenir jusqu'à 10 millions de tonnes de nourriture. Les baleines passeront l'été à manger jusqu'à satiété. Pendant le transit de ces imposants voyageurs, les otaries, animaux très curieux, plongent jusqu'à 200 mètres de profondeur pour se nourrir. Les petits profitent de l'absence de leur mère pour goûter à l'indépendance. Malgré leur maladresse, ils se lancent à la découverte de l'îlot. Pour tous ces petits, laissés seuls pour la première fois, c'est l'occasion de se faire des amis. Et de jouer avec eux. Pour l'instant, la vie est belle. Mais au fil des heures, les choses se compliquent. L'île offre peu d'endroits ombragés. Et en été, la température peut atteindre 40 degrés. La fourrure des otaries est faite pour leur tenir chaud dans l'eau froide. Leur peau n'est exposée que sur les nageoires. Les adultes agitent les leurs pour se rafraîchir.
Les petits, quant à eux, se baignent dans la pataugeoire. Tous les coins d'ombre sont pris. Les petits l'ignorent, mais ils ont beaucoup de chance. Dans les colonies où l'accès à l'eau nécessite de traverser de grandes étendues de sable ou de rochers brûlants, jusqu'à 20% des jeunes meurent de la chaleur. L'ironie de l'existence de l'otarie est ici dévoilée dans toute sa cruauté. Incapable de se reproduire dans l'eau, mais forcé de risquer la mort de ses petits en leur donnant naissance sur la terre ferme. La plupart des mammifères marins ont un fonctionnement très différent. Le phénomène saisonnier de remontée des eaux de profondeur riches en éléments nutritifs touche toute la côte méridionale. Voici un petit groupe de grands dauphins. Pour eux, comme pour les baleines, l'accouplement et la naissance ont lieu en mer. Mais contrairement aux baleines, les dauphins trouvent dans ces eaux tout ce dont ils ont besoin et s'évitent ainsi d'immenses migrations annuelles. Ils peuvent passer leur vie dans une zone d'environ 85 km². À l'inverse des otaries, les mâles et les femelles se fréquentent toute l'année et l'accouplement peut se produire à n'importe quel moment. Le dauphin n'a jamais à sortir de l'eau. En lieu et place de nageoires rotatives permettant aux otaries de marcher, le dauphin est équipé d'une queue puissante et flexible, grâce à laquelle il peut atteindre une vitesse de pointe de 36 km/h. Les spécialistes pensent même qu'il est peut-être capable de contrôler la flexibilité de sa queue pour optimiser son efficacité selon la vitesse à laquelle il nage. Pour l'otarie, nager est un peu comme voler sous la surface de l'océan. Ses nageoires antérieures la propulsent comme des ailes. Le dauphin est plus rapide, mais l'otarie est d'une agilité sans égale. Les adultes, trop jeunes pour se reproduire, ont tout le temps d'explorer et de jouer. La forêt de kelp est pour eux un terrain de jeu dans lequel ils peuvent batifoler pendant des heures. Les poissons prennent bien garde à ne pas croiser leur chemin. Pour ces deux jeunes mâles, au sortir de l'enfance, la vie se fait déjà moins sereine. Ils arrivent à la maturité, mais ne sont pas encore assez gros pour se frotter aux mâles expérimentés de la colonie. Ils passent donc le temps à faire semblant de se battre. Ces exercices leur permettent de renforcer leur musculature et les préparent aux confrontations bien réelles de l'âge adulte.
Pendant que les jeunes mâles s'amusent dans l'eau, les petits, coincés sur l'île, commencent à trouver le temps long. En l'absence de leur mère, ils n'ont ni nourriture, ni protection. Les mères gardent leurs enfants avec férocité, mais les adultes font preuve de peu de tolérance envers les petits des autres. Dans un lieu aussi encombré, le plus simple est souvent de marcher sur ses voisins. Les femelles ne font pas trop de dégâts, mais se faire piétiner par un mâle est une toute autre histoire. Ce petit n'a pas eu le temps de s'écarter et il s'est fait écraser. Il respire encore, mais ses blessures sont peut-être trop graves pour qu'il survive. Celui-ci, par contre, est mort sur le coup. Beaucoup de jeunes parviennent à éviter les blessures, mais ils connaissent de longues journées de famine. La mère de ce petit pêche en mer depuis une semaine. Poussé par le désespoir, il part à sa recherche sur l'îlot. Il est affamé. Comme il ne la trouve pas, il tente sa chance avec d'autres femelles. Mais les autres mères savent qu'accueillir un orphelin priverait leurs propres petits d'une nourriture précieuse. Dans la colonie, le chacun pour soi règne en maître. Enfin, sa mère réapparaît. Elle appelle son bébé dès qu'elle sort de l'eau. Le petit ne se fait pas prier. Ces retrouvailles mettent un terme au malheur de la jeune otarie. Sa mère s'installe à un endroit sec et en hauteur pour l'allaiter. L'attente est enfin terminée et le repas peut commencer. Une fois rassasiés, les petits piquent une tête dans la pataugeoire pour se rafraîchir et pour s'entraîner à nager. Ils s'abandonnent sans arrière-pensée à ces jeux bondissants, sans se douter qu'ils sont en train de perfectionner des manœuvres d'évasion qui leur seront un jour très utiles. Les otaries figurent au menu de plusieurs prédateurs marins. La forêt de Kelp est le domaine des Exanchidés, une famille de requins. Les jeunes se nourrissent principalement de poissons osseux. Mais les adultes, d'une taille de 3 mètres, ont une alimentation plus variée, dans laquelle figurent les petits mammifères marins. Mais ces os
sont tentés par un autre prédateur que craignent même les jeunes exanquidés. Le grand requin blanc est l'ennemi ultime de l'otarie. D'une taille pouvant atteindre 7 mètres, il compte parmi les chasseurs les plus redoutables de l'océan. Aussi rapide que puissant, il attaque les otaries par surprise en s'élançant des profondeurs. Pour l'instant, les petits sont en sécurité dans le havre de paix de leur pataugeoire. Mais au coucher du soleil, les nuages commencent à s'amonceler et la mer à grossir. Le lendemain matin, une grosse houle s'abat sur la région. La forteresse des otaries est assaillie par des vagues violentes. Les eaux paisibles de la pataugeoire se transforment en véritables maelstroms. Sur le rivage de la colonie, les adultes font front face à la force des vagues. Pour eux, tomber à l'eau n'aurait rien d'effrayant. Mais pour les petits dont la nage est encore mal assurée, ce serait une catastrophe. Dans la panique générale, plusieurs jeunes otaries se retrouvent projetés dans l'écume. Les petits cherchent à s'accrocher à des rochers surélevés. Mais plusieurs de ces abris sont jalousement gardés par des femelles. Dans ce genre de situation, la survie tient à deux choses, la force et la chance. Alors que la houle commence à s'atténuer, l'heure est au bilan. Beaucoup de petits ont péri noyés. Pour les mâles, cette tempête a mis à rude épreuve leur résistance et leur détermination à conserver leur territoire. Les jeunes détrempés qui les entourent occupent la majeure partie de l'espace disponible. La marée se retire et la menace des vagues disparaît avec elle. Les otaries profitent de ce retour au calme pour dormir. Les dernières heures ont été éprouvantes pour tout le monde et les nerfs sont à vif. Pour les petits, après ce déluge glacé, il s'agit maintenant de se réchauffer et de se nourrir. La chaleur est facile à trouver dans un attroupement aussi serré. Mais pour la nourriture, ils ne peuvent compter une fois de plus que sur leur mère. Pour certains d'entre eux,
la présence maternelle est le seul réconfort qui vaille. Une fois la crise terminée, la colonie passe le reste de la journée à se reposer. Les plus courageux des petits sont déjà de retour dans la pataugeoire. Ils reprennent leur jeu dans le calme retrouvé de leur bassin et ont déjà oublié leur malheur. À mesure qu'ils gagnent en force et en confiance, ils se rapprochent du jour où ils pourront quitter la Terre. Après 2 mois passés sur l'îlot, les membres de la colonie sont de plus en plus nombreux à prendre le chemin du large. Les petits, âgés de 6 semaines, sont désormais assez grands pour sortir de la pataugeoire et découvrent avec joie les splendeurs de la haute mer. Ils explorent avec curiosité leur nouvel environnement et mâchonnent avec énergie les feuilles de kelp. Cette jeune otarie est si à l'aise dans l'eau qu'elle fait une sieste à la surface. Comme beaucoup d'autres animaux, l'otarie peut déconnecter un hémisphère de son cerveau, qui recharge ses batteries pendant que l'autre veille. L'espace infini de l'océan est une bénédiction après la congestion crispante de la colonie. D'autres se régalent de la vitesse et de l'agilité dont elles sont dotées, comme si elles découvraient enfin la véritable nature de leur espèce. L'océan est le terrain de jeu idéal pour se bagarrer et jouer à s'attraper. L'enthousiasme des jeunes otaries est contagieux. Pour les mères, c'est une étape importante. Elles jouent avec leurs petits pour célébrer ce retour à la liberté. Mais leur tâche n'est pas terminée. Les petits se nourrissent encore exclusivement de lait et elles devront retourner régulièrement sur la terre ferme pour les allaiter. Dans 8 mois, les mères partiront au large pendant plusieurs semaines pour engraisser en vue de la prochaine période de reproduction. D'ici là, les jeunes seront sevrés. Une fois autonomes, les jeunes otaries se lancent elles aussi dans un périple d'exploration. Certaines s'éloignent de 1600 km de leur colonie d'origine de la côte sud-africaine. Dans 3 ou 4 ans, les jeunes femelles reviendront pour devenir mères à leur tour. Les mâles, par contre, devront patienter au moins 10 ans avant d'être en mesure de revendiquer un territoire et des partenaires. Pour tous ceux qui ont survécu,
Les 2 mois de confinement hors de l'eau sont terminés. Pour eux, la vie de créatures marines peut commencer.